Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le président de la République a inauguré ce matin une usine de fer à béton. C'est la première à être créée dans le pays. Elle est située au PK12. Et la Turquie a fait son choix avec Erdogan. Et justement, le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue réélu de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Et bien dans son message, le président Guelleh a souhaité succès et réussite à M. Erdogan dans la conduite des affaires de son pays et formé le vœu que le renouvellement de confiance dont il vient de faire l'objet soit une dynamique supplémentaire à sa quête légitime et effrénée de mener la Turquie vers davantage de prospérité et d'épanouissement. Je vous le disais en titre, le président Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïda, a inauguré ce matin une usine de fer à béton. C'est la première à être créée dans le pays. Elle est située au PK12. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le promoteur de cette usine à béton, M. Abdallah Nasser, et les responsables de l'unité industrielle. Eh bien, outre le chef de l'État et la première dame, le Premier ministre et les membres du gouvernement, des parlementaires, plusieurs hauts responsables et des officiels ont assisté à la cérémonie d'inauguration de cette usine de fer à béton. Eh bien, la politique d'industrialisation progressive du pays prend ainsi forme. Cette usine va produire 120 000 tonnes du fer à béton par an. Elle permettra donc de générer de l'emploi pour des dizaines de jeunes Djiboutiens. Cette unité industrielle va appuyer la politique de l'État dans le domaine de construction de logements et de l'apparition de nouvelles zones d'habitation dans la capitale ou les régions. L'usine permettra ainsi donc de recycler la ferraille, les métaux lourds et toutes sortes d'épaves de véhicules jusqu'alors collectés et envoyés par bateau vers l'étranger. L'on résoudra de la sorte un problème environnemental où les dépôts de ferraille se sont multipliés, atrophiant quelque peu l'image de la capitale dans certains secteurs de la ville. سمين لا بقول يلا ما تكون تنبين عيد سندك سمين لا بقول يلا ما تكون تنبين عيد سندك سمين لا بقول يلا ما تكون تنبين عيد سندك سمين markaan waxtarkeega eegno imitay shaqanoo abuuri markaan waxtarkeega eegno imitay shaqanoo abuuri imisaa sibirkiyo markay cadidkan ugu beelaan aqaladhisidoo tayaable la yaable markaan waxtarkeega eegno imitay shaqanoo.
Le président de la République et la première dame ont ainsi symboliquement lancé les travaux de démarrage de l'usine. Ils ont effectué une visite guidée des lieux pour voir de près les différentes étapes conduisant à réaliser les barres de fer utilisées dans la construction et le coffrage des bâtiments, qu'il s'agisse de la réception de la matière ferraille, du four à haute température, du laminoir, de l'unité de contrôle de la qualité du fer à béton, enfin les installations d'où sort le produit fini. Quelques 120 000 tonnes du fer à béton par an devront sortir de cette usine, dont le montant d'investissement n'a pas encore été précisé. Dans un mot prononcé à cette occasion, le propriétaire de l'usine, M. Abdallah Nasser, n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et la première dame pour leur présence sur les lieux et d'avoir ainsi honoré et dirigé cette cérémonie d'inauguration de l'usine de fer à béton. Au-delà des besoins de Djibouti, cette usine, a-t-il dit, devra dans les 2 prochaines années augmenter sa production et exporter le fer à béton pour les pays de la sous-région, dans l'Éthiopie, où le secteur de la construction et du bâtiment connaît une très forte croissance. La production de l'usine est de 120 000 tonnes par an d'acier d'armature. Nous envisageons d'augmenter fortement cette production dans les 2 à 3 prochaines années pour répondre au marché de la sous-région. Le secteur de la production d'acier et de fer est un atout, a-t-il dit, majeur pour l'économie d'un pays. Également dans l'actualité, la police nationale a célébré ce matin le 41e anniversaire de sa création. Et pour nous en dire plus, Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonjour Hussein. Bonjour donc Yasma. Donc cette cérémonie s'est tenue sous les regards du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, de plusieurs membres du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale, d'officiels et hauts gradés des divers commandements, qu'il s'agisse du commandement de la FAT, de la gendarmerie, de la garde républicaine, des gardes-côtes, ainsi que le commandement des forces étrangères prépositionnées à Djibouti. La cérémonie a démarré après l'arrivée sur le lieu du Premier ministre, qui a aussitôt salué le drapeau national pendant qu'il retentissait l'hymne du pays. Après un passage en revue des troupes, une minute de silence a été observée en mémoire de ceux qui sont tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la République de Djibouti. Lors de cette minute de silence, chacun a pu lire la Fatiha dans son fort intérieur. Outre ses fonctions de sécurité, la police nationale est partie intégrante des forces de défense du pays. Un moment fort et solennel pour honorer les soldats tombés sur les champs d'honneur auxquels la nation reste reconnaissante. Créée le 22 juin 1977, la police nationale s'est imposée sur la scène nationale pour devenir une force de sécurité crédible et sûre. Avec l'arrivée du colonel Abdullah Abdi Farah au commandement de la police nationale, cette dernière a connu une nouvelle impulsion, notamment dans la modernisation de ses infrastructures. Dans son discours, le directeur général de la police, le colonel Abdullah Abdi Farah, a rappelé l'importance de la police nationale en mettant donc en exergue le travail fort louable qu'effectuent au quotidien ces hommes et ces femmes qui assurent donc sans cesse la sécurité des Djiboutiens. Ce qui a été évoqué et illustré en image et qui concerne la mise en place d'une nouvelle méthodologie consistant à mieux cerner la problématique des personnes flottantes qui vivent avec nous dans le pays, mais également une intense activité en matière d'immigration clandestine qui traverse notre pays. Donc, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed n'a pas manqué cette occasion pour rendre hommage au rôle de la police et pour le maintien de la sécurité du pays et de ses diverses missions. On écoute le ministre de l'Intérieur. De cette stratégie, une attention particulière doit être réservée aux communautés transfrontalières. Ces communautés ont une connaissance intime des zones frontalières et peuvent efficacement assister, orienter et informer les spécialistes de la sécurité frontalière. Ils doivent être considérés comme des acteurs clés et des alliés incontournables dans la lutte contre le terrorisme et toute autre forme de criminalité. Dans ce sens, un volet de notre stratégie devra nécessairement porter sur l'amélioration
de notre offre sécuritaire à ces populations. Car impulser une dynamique de sécurité et de paix civile dans ces zones périphériques permettra sans nul doute de réduire la capacité de nuisance des réseaux criminels qui prospèrent sur les marges de nos États avec un seul objectif en tête, celui de nous déstabiliser. Je ne saurais clore mon allocution sans rendre encore une fois hommage à votre dévouement, votre détermination, votre énergie pour servir votre pays et votre population. Le Premier ministre donc a de son côté exhorté les officiers de la police et donc les hommes de rang à poursuivre donc leur mission avec courage et abnégation. On écoute le Premier ministre Abdouradir Kamil Mohamed. La violence de plus en plus présente dans notre société et je connais les missions des policiers sur la voie publique. La lutte contre une délinquance au quotidien qui est de plus en plus sophistiquée, la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants, contre le fléau de vol et de cambriolage et évidemment la lutte contre le terrorisme ne saurait en rien conduire à abandonner ces missions essentielles. Pour répondre à tous ces paramètres, vous ne cessez de faire évoluer vos opérations avec des formations adéquates pour les policiers et avec des matériels de plus en plus sophistiqués. J'ai conscience de la complexité croissante des opérations de maintien de l'ordre, de la difficulté à intervenir efficacement dans certains de nos quartiers et à l'engagement qui est attendu des forces de l'ordre pour assurer la sécurisation de nos événements culturels et festifs. Toutes ces missions auxquelles s'ajoutent celles contre l'insécurité routière, celles de la sécurité des personnes en cas d'incendie ou de catastrophes naturelles, celles aussi relevant du droit des étrangers qui ne cesse de se moderniser avec la mise en place de e-visa essentielle et directement liée à l'ensemble de vos missions. Tout cela fait qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur du défi de notre société. Merci Hassan pour toutes ces précisions s'agissant de la célébration du 41e anniversaire de la création de la police nationale. Également dans l'actualité, en visite officielle dans notre pays, la directrice exécutive de l'UNICEF a été reçue par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui lui a offert une visite à l'école d'excellence. La directrice exécutive de l'UNICEF était accompagnée d'une importante délégation, comprenant la sous-directrice de la division du partenariat public et de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djanabou Maoundé. Le ministre et la patronne de l'UNICEF ont reçu un accueil chaleureux par les responsables et les élèves de l'école d'excellence qui leur ont fait visiter les salles de classe et les infrastructures de dernière génération de cet établissement de grand standing. Dans chacune des classes visitées, le ministre et son hôte de marque ont reçu des explications par le menu détail du travail des enfants et des méthodes d'apprentissage très sophistiquées mises en œuvre au sein de cette école d'élite par des enseignants chevronnés. Le ministre de l'Éducation nationale et donc la secrétaire exécutive de l'UNICEF ont pu apprécier le travail des élèves dans des classes de différents niveaux, dans les salles numériques ou Smart Classroom, la salle informatique et les laboratoires de langue, etc. Les élèves et les enseignants ont fait des démonstrations de l'apprentissage grâce à l'outil informatique et numérique qui offre des avantages importants par rapport à l'apprentissage classique. Ce qui est largement conquis, donc le ministre et son hôte de marque qui ont longuement échangé avec les élèves, les enseignants et les responsables pédagogiques et administratifs de l'établissement. À l'issue de la tournée dans les classes, le ministre et la directrice exécutive de l'UNICEF ainsi que les élèves de l'école se sont prêtés au challenge du plus lent Goul, donc, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne menée par l'UNICEF pour promouvoir la cause des enfants à l'occasion de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Russie. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rendu hommage
à la patronne de l'UNICEF pour sa passion et son dévouement pour la cause des enfants. Il a exprimé ses plus vifs remerciements à celle qu'il a qualifiée de mère de tous les enfants de la planète pour cette visite historique à l'école d'excellence qui accroît la notoriété de l'établissement. De son côté, la patronne de l'UNICEF a remercié le ministre de l'Éducation nationale pour le partenariat précieux qu'il entretient avec son agence et surtout les efforts colossaux déployés pour assurer aux enfants djiboutiens une école inclusive et de qualité. Écoutons justement le ministre de l'Éducation nationale. Officiellement remercier la directrice générale de l'UNICEF de sa venue à Djibouti et surtout le remercier le fait qu'elle nous a rendu visite à notre école d'excellence. L'objectif premier même de l'UNICEF de voir des enfants épanouis. Et là, je crois que ce que vous venez de voir, nous avons des enfants épanouis. Et quelque part, votre visite, madame, vraiment c'est pour ces enfants, c'est un beau souvenir. Pour ces enfants, c'est un événement important et pour cela, le fait que vous avez donné un peu de votre temps, vraiment pour cela, nous vous remercions donc au nom du gouvernement djiboutien, mais également au nom de toute la communauté éducative djiboutienne pour votre visite, votre venue et d'ailleurs tout ce que vous apportez tous les jours. Et cela, moi sincèrement, je l'ai senti, je l'ai vu de ce contact que vous avez eu avec ces enfants. Vous voyez vraiment, dans votre sang coule vraiment l'humain. Vraiment l'humain, et pour cela je vous dis bravo pour ce que vous faites tous les jours pour les enfants de la planète. Dans le reste de l'actualité, le commissaire au plan chargé de la statistique, M. Amal al-Sirid, a parrainé hier un atelier de présentation des résultats de l'enquête djiboutienne auprès des ménages qui a eu lieu à l'Institut des études diplomatiques. Plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Femme et de la Famille, la ministre chargée au logement et la secrétaire d'État aux affaires sociales ont assisté à la présentation de l'enquête par le directeur de la DIZ, direction de la statistique et des études démographiques. Et c'est le 4e résultat de l'enquête auprès des ménages djiboutiennes réalisé par la DIZ et financé par la Banque mondiale. L'enquête a pour objectif de fournir aux décideurs des informations fiables et pertinentes sur les conditions de vie des ménages djiboutiennes. Sur le profil de la pauvreté, donc les résultats qui sont issus de cette enquête mettront à la disposition des décideurs politiques le profil de la pauvreté, les indicateurs de bien-être, que ce soit au niveau de logement, les indicateurs sociaux tels que l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'alphabétisation des adultes, la possession des biens de ménage, etc. Donc toutes ces informations permettront aux décideurs politiques et aux utilisateurs d'utiliser ces informations pour la planification et le suivi et évaluation des politiques économiques menées dans les différents départements sectoriels. Cette enquête a été financée par la Banque mondiale. Les experts de la Banque mondiale et de la DIZ ont donc travaillé sur cette enquête à la fin de l'année 2017. Donc c'était une enquête qui a couvert un échantillon représentatif de la population, aussi bien dans la capitale que dans la région. Donc pour le commissaire au plan chargé de la statistique qui a salué donc les efforts fournis par les experts de la DIZ et de la Banque mondiale pour la réalisation de cette enquête d'envergure et de son succès. À la une également, la société Djibouti Télécom a organisé ce matin à City Hall la cérémonie de remise des certificats sur la formation des nouvelles méthodes, des qualifications de ligne et installation pour les techniciens d'intervention aux clients. Cette cérémonie riche en couleurs a été présidée par le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assouibouh, le directeur commercial, Mohamed Omar, et les hauts cadres ainsi que les différents chefs de service du département donc, de cette société ont participé à cette cérémonie. Outre les hauts cadres donc, de la société, donc les certificats ont été remis et aussi l'ensemble des techniciens ont pris part à cette fin de formation qui a duré, on le rappelle, pendant 2 semaines et intitulée Fondamentaux du cuivre et du DSL, dispensée par un expert de la société Syntel. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet global de recherche afin d'améliorer le service rendu aux clients, aussi bien en termes de qualité de service que de délai d'installation ou de rétablissement. Par ailleurs, cette formation a permis à l'ensemble des techniciens de cette société
d'acquérir les fondamentaux du métier de technicien d'intervention au client, qui est le socle de base de ce métier. Remise de certificat suite à votre formation fondamentaux du cuivre et du XDSL dispensée par mon collègue Bernard, associé à Canou. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet global de recherche d'amélioration du service rendu aux clients de Djibouti Télécom, aussi bien en termes de qualité de service que de délai d'installation ou de rétablissement. La qualité de votre environnement de travail fait également partie du projet. Vous allez recevoir prochainement un kit d'outillage vous permettant de travailler dans de meilleures conditions, mais aussi d'être plus efficace. Et le directeur de Djibouti Télécom a indiqué que cette formation revêt une importance capitale pour la société Djibouti Télécom, car elle constitue le socle d'un axe fondamental de la nouvelle politique commerciale axée sur le client et la qualité des services fournis. On l'écoute. Revêt une importance capitale pour notre société. Elle constitue le socle d'un axe fondamental de notre nouvelle politique commerciale qui est axée sur la qualité et les clients. Permettez-moi d'insister sur ce point fondamental. En effet, la satisfaction de nos clients doit être notre premier souci. Et nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. C'est un point très important. Le client est roi, le client est central. Nos clients, c'est nos frères et sœurs. Nos clients, ce sont les enfants. Nos clients, ce sont nos voisins. Nos clients, ce sont les entreprises. C'est nos administrations. C'est nos ministères. Ce sont les ONG. C'est ça, nos clients. Et nous devons les respecter. Djibouti Télécom a déjà réalisé de gros efforts pour améliorer vos conditions de travail en termes d'équipement et de formation. Et nous continuerons toujours à vous accompagner pour vous faciliter le travail. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir encore et toujours dans de nouveaux appareils de mesure qui, comme les deux techniciens l'ont bien montré, vous permettront de vérifier la qualité du support, mais également de vérifier les débits chez les clients ainsi que les paramètres ADSL de la ligne. Ces équipements vous permettront de travailler de manière plus efficace et plus efficiente, toujours pour satisfaire nos clients. Je souhaite que ces efforts se traduisent dans les résultats de Djibouti Télécom et surtout que nos clients constatent une amélioration de la qualité du service qui leur est rendu. Je compte sur vous et beaucoup sur vous pour améliorer l'image de Djibouti Télécom auprès de nos clients. En nouvelle nationale, toujours une importante délégation de l'inspection générale de l'État de la République de Djibouti, conduite par l'inspecteur général de l'État et le secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique, s'est rendu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour participer aux travaux de la 8e réunion du comité directeur du FIGE et aux travaux du 5e colloque international ayant pour thème quelle inspection générale d'État pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique, qui ont eu lieu les 22 et 23 juin 2018. Ces importantes assises, placées sous le patronage du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Ducamp, ont vu la participation des chefs des institutions membres du comité du FIGE, à savoir l'Angola, le Côte d'Ivoire, donc la République de Djibouti, la Mauritanie, le Congo, RDC et Madagascar. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Chokri Ali. Bonjour Chokri. Bonjour Asma. Et on va parler donc de ces élections législatives et présidentielles, qui est la Turquie qui a fait son choix avec Erdogan. Et oui, bonjour à tous. Le Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, et qui est réélu pour les 5 prochaines années à venir à la tête de la Turquie. Le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, a été réélu dès le premier tour de ce dimanche pour un nouveau mandat venant à bout d'une opposition pourtant révigorée lors d'élections présidentielles législatives âprement disputées. Les autorités électorales turques ont indiqué tôt ce matin qu'Erdogan avait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui fait de lui, ce qui lui permet d'être élu dès le premier tour face à une opposition pourtant farouche. Erdogan s'est imposé, Asma, comme le dirigeant turc
turc le plus puissant depuis le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal. Il a transformé la Turquie à coup de méga projets d'infrastructure et en libérant l'expression religieuse et a fait d'Ankara une des places diplomatiques clés. D'après l'agence de presse étatique Anadolu, Erdogan donc est arrivé en tête de la présidentielle avec un score de 52% après dépouillement de plus de 89% des urnes et l'alliance dominée par l'AKP menait à 53,61% dans le volet législatif du scrutin. Plusieurs milliers de partisans d'Erdogan se sont donc rassemblés hier soir dans la soirée aux abords de la résidence du président à Istanbul, chantant et brandissant bien sûr le drapeau. Et le chef de l'État, comme vous l'avez annoncé au début de ce journal, Asma, a bien sûr envoyé son message de félicitations à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, où le chef de l'État, son excellence Ismail Omar Guelleh, a adressé donc son message de félicitations. Donc il a souhaité succès et réussite à Erdogan dans la conduite des affaires de son pays et a formé le vœu que le renouvellement de confiance dont il vient de faire l'objet soit une dynamique supplémentaire à sa quête légitime et effrénée de mener la Turquie vers davantage de prospérité et d'épanouissement. C'était donc le message de félicitations du chef de l'État, son excellence Ismail Omar Guelleh. Et tout à fait autre chose, un premier groupe de casques bleus canadiens a été signalé ce week-end à Bamako, au Mali. Et oui, le Canada avait promis d'envoyer des militaires soutenir les actions de MINUSMA. Un premier groupe de casques bleus canadiens a été signalé ce week-end à Bamako, donc la capitale malienne. Ce groupe préparera un déploiement plus important des troupes canadiennes au Mali après le départ des Hollandais. Selon le ministre de la Défense, Rajit Sajjan, le contingent canadien devrait être en place vers le mois d'août. Ottawa avait annoncé en mars sa décision de déployer pendant un an une force d'appui aérienne comprenant 2 hélicoptères Chinook pour les évacuations médicales et le transport ainsi que 4 hélicoptères armés Griffon et un contingent d'environ 250 militaires. Déployé en 2013, la MINUSMA qui compte environ 12 500 militaires et policiers est actuellement la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine. Et s'agissant cette fois des migrants, Paris et Berlin appellent à avancer sans attendre de consensus à 28. Oui, lors d'un mini-sommet de crise à Bruxelles sur la question migratoire réunissant les dirigeants de 16 pays européens, Paris et Berlin ont plaidé pour la mise en place d'accords à plusieurs pays, faute d'obtenir de consensus à 28. Emmanuel Macron donc et Angela Merkel ont appelé à des accords à plusieurs pays sur les défis migratoires pour contourner l'absence de consensus qui paralyse l'Union européenne, encore illustré par le blocage d'un nouveau navire au large de Malte avec 239 migrants à son bord. Une annonce qui est intervenue à Bruxelles donc, où les dirigeants des 16 pays européens étaient donc réunis pour participer à un mini-sommet visant à apaiser le climat de tension face aux questions migratoires. Paris et Berlin ont notamment mis l'accent sur la nécessité de résoudre le problème des mouvements secondaires, c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui se déplacent dans l'Union européenne au lieu de rester à Semain dans le pays par lequel ils sont entrés dans l'attente d'une décision sur leur cas. Et vous nous emmenez en Russie pour clore l'actualité. La Coupe du Monde oblige. L'Angleterre à écraser le Panama 6-1 et se qualifie pour les 8e de finale. Et oui, les Anglais ont écrasé hier les Panaméens par un score de 6-1 et se qualifient donc pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Auteur d'un triplé dont 2 buts sur penalty, Harry Kane, l'attaquant du Tottenham, prend la tête du classement des buteurs dans ce mondial. Jesse Lingard et John Stones, auteurs d'un doublé, ont également fait trembler les filets d'une équipe panaméenne, j'y arrive, qui dispute son premier mondial. L'Angleterre rejoint ainsi la Belgique, les Reds, donc les Diables Rouges en tête du groupe G. Les 2 équipes se disputeront ce jeudi, ce week-end Asma prochain, la première place à la poule. Vainqueur de son premier match de la Coupe du Monde 2018 face à la Pologne 2-1, le Sénégal a été tenu en échec par le Japon 2-2. Il faut rappeler que le Sénégal a derrière lui tout le continent africain et donc doit se qualifier pour le 8e de finale. Également victorieux lors de sa première sortie devant la Colombie, les Lions peuvent nourrir des regrets après avoir mené 2 fois au score. Il leur faudra ne pas perdre face à la Colombie pour leur dernière sortie pour valider leur qualification en 8e de finale. Quand le latéral droit Moussa Wagué s'est mué en un improbable sauveur en inscrivant le 2e but du Sénégal 71e minute, les Lions ont certainement cru avoir fait le
le plus dur face à un Japon très accrocheur. Mais le Sénégal n'a cru que à 7 minutes le temps pour Keisuke Honda d'égaliser en profitant d'une sortie mal maîtrisée du gardien Kadim Ndiaye. Les Colombiens se relancent dans la course au 8e de finale ASMA de la Coupe du Monde. Battus par les Japonais pour leur premier match en Russie, les Cafeteros l'emportent cette fois très largement, 3-0 face aux Polonais. Dans un grand soir, James délivre 2 passes décisives pour le but inscrit par le défenseur du Barça, Yuri Minima, et l'attaquant du Juventus de Turin, Juan Cadrodar. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce mondial 2018 à Asmar. Merci Chkralé pour ces précisions. Merci à vous d'avoir choisi Télé Djibouti pour suivre ce 15h. Prochain journal à 22h.